Il n'y en a que 9000 qui sont actifs. Il y en avait 18 000 il y a quelques années, donc on voit qu'il y a une détérioration claire dans les effectifs de la police. Bon, c'est une forme d'hémorragie au sein des forces armées haïtiennes. Peut-être que vous pourrez nous parler un peu plus de cette situation. Il y a un programme d'immigration qui a été mis en place par les États-Unis. Est-ce que c'est lié à cela? Mais j'aimerais savoir s'il y a un moyen de mettre terme à cette hémorragie des policiers haïtiens afin de pouvoir constituer des effectifs suffisamment importants et de pouvoir également les former afin que la police puisse relever le défi colossal qui est devant elle. Merci. Merci pour cette intervention très pertinente. Vous avez posé des questions très spécifiques et je suis convaincue que la représentante spéciale de la ligne qui est encore connectée va être maintenant à disposition pour répondre aux questions. Monsieur l'ambassadeur Charles, je pense que c'est... It seems as though your microphone is still... Madame Lalim, il semblerait que votre micro soit éteint. Merci. La première question portait sur les questions humanitaires sur le terrain en Haïti. J'aimerais dire tout d'abord que les questions humanitaires en Haïti sont largement dominées par le problème sécuritaire. À Cité Soleil, qui est un quartier particulièrement affecté par la violence des gangs. On est en train de faire face à des conditions proches de la famine. Cela illustre la difficulté de la vie pour la population dans ces quartiers. Il y a également la résurgence du choléra. Si nous arrivons à résoudre ces problèmes, alors nous parviendrons à alléger l'immense souffrance humanitaire qui se déroule à l'heure actuelle en Haïti. Pour ce qui est des liens entre les politiciens et les gangs, bien sûr, c'est quelque chose sur quoi on se penche, mais plus doit être fait alors que les sanctions des Nations Unies vont tomber. Il est important également que d'autres pays se proposent d'entreprendre des actions contre ces individus, et notamment à l'échelle régionale. Ensuite, couper le flux de l'argent va affaiblir ces liens. Malheureusement, la criminalité est bel et bien là. Y a-t-il un plan, une stratégie pour reconstituer les effectifs de police? Eh bien, s'il y avait un plan, je ne serais pas là pour demander le renfort dont Haïti a besoin. Haïti ne sera pas à même de résoudre ce problème seul, sans formation. Les membres de police sont tombés aussi bas du chiffre de 9000. En 2018, il y en avait 16 000. Ces policiers ont simplement décidé de démissionner. Ils n'ont pas voulu perdre leur vie. Ils se sont déménagés, ils sont partis. Haïti a besoin de soutien financier afin de pouvoir déployer les efforts nécessaires pour contrecarrer les gangs. Si cela n'est pas fait, Haïti va demeurer un État en faillite. La police haïtienne travaille avec des donateurs, avec INL notamment. Après, il y a des formations qui sont en cours
Mais en un laps de temps de 24 mois, on a pu seulement organiser 2 cours. Donc c'est quelque chose de très lent. Et le temps presse. Alors que la quantité d'armes augmente, les flux d'armement s'intensifient et la situation s'aggrave. On ne voit plus d'enfants des rues en Haïti. À l'heure actuelle, ces enfants ont été recrutés par les gangs. Ces gangs, à l'heure actuelle, s'introduisent dans des quartiers et dans des domiciles, là où ces gangs étaient absents par le passé. Et ce sont des enfants très jeunes qui font partie de ces gangs. Il n'y a pas assez d'équipement, il n'y a pas assez de stratégie et de planification. Radio Méga. Et donc le problème perdure. Merci. Merci, Madame la représentante spéciale. Monsieur le représentant spécial Dupuy, vous avez la parole. Monsieur le Président, j'aimerais répondre aux questions posées par le Canada. L'insécurité doit diminuer si l'on souhaite avoir des élections. Ça, c'est un fait. À l'heure actuelle, on ne peut pas organiser d'élections. But then again, elections is not only a question about only security. Mais les élections, ce n'est pas seulement une question de sécurité, c'est également un exercice très technique. Are saying the challenge that we have is at the COP, which is the electoral management. L'organe électoral n'est pas une structure permanente. Donc, il faut aussi avoir une commission professionnelle et on n'a pas ce degré de professionnalisme. C'est pas permanent. Cet organe n'est pas permanent de l'organe de gestion électorale. Beaucoup d'activités doivent être réalisées avant de passer aux élections. Le ministre des Affaires étrangères a évoqué ces différents points dans ses propos tout à l'heure. Les lois électorales, les codes doivent être amendés. Et en plus, il faut avoir des structures en place pour pouvoir On voit cela en Haïti, mais on le voit également dans d'autres endroits à travers le monde. Et donc c'est un problème que rencontrent les systèmes démocratiques de manière générale. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de véritable capacité en Haïti pour relever ce problème. Les sanctions aident. D'après ce que j'ai compris, il y a principalement 2 pays qui mettent en place des sanctions. Tout politicien sous le coup de sanctions peut cependant librement se porter candidat. Donc, d'une part, c'est très bon que cela se passe sur le plan international, mais il faut également que ces individus soient sanctionnés sur le plan national par le système haïtien pour que cela ait véritablement un effet. Enfin, il faut un engagement fort des États membres pour soutenir la police haïtienne. Merci. Thank you very much. Merci, monsieur le représentant spécial Dupuy. Et nous continuons d'attendre l'arrivée de madame Manega. Veuillez me signaler sa présence dès que possible. Je vois que la délégation du Chili a demandé la parole. Donc, est-ce que vous souhaitez que l'ambassadeur Charles parle en premier, c'est cela, Felipe? Non. Merci.
Monsieur le Président, je crois qu'il est préférable que je passe en premier. Je vais être très bref. Dans toutes les réunions que nous avons eues sur Haïti, notamment les réunions dans le cadre du groupe de travail, nous avons signalé en tant que prérequis pour presque tout déploiement d'autres activités le fait de contrôler la situation sécuritaire en Haïti. Dans ce sens, j'aimerais poser quelques questions. Tout d'abord, j'aimerais savoir s'il y a à l'heure actuelle une estimation de l'ampleur, de la taille et des caractéristiques techniques que devrait avoir la force internationale qui devrait être déployée en Haïti. Ça, c'est la première question. La deuxième question, alors je ne veux pas forcément de chiffres, j'aimerais savoir s'il y a une estimation. Ensuite, y a-t-il une estimation des besoins en matière d'effectifs de police haïtiens? Et j'aimerais également savoir si un calendrier a été établi pour la reconstitution des effectifs de la police nationale. Merci. Thank you very much for your question. Merci, chers collègues, pour votre question. L'ambassadeur Charles a la parole. Monsieur le Président, tout d'abord pour apporter des éclaircissements à l'intervention de notre collègue du Canada qui a mentionné la nécessité d'adresser la situation humanitaire. Je voudrais tout d'abord dire, notre délégation en compagnie de plusieurs délégations de pays observateurs, nous avons rencontré des organisations humanitaires qui travaillent en Haïti. Je parle de l'ADF, je parle de l'ICA, des associations de religieuses, Médecins sans frontières. Ils sont prêts pour augmenter leur contribution dans le domaine humanitaire. Mais la question qui revient toujours, nous ne pouvons pas nous déplacer. Les routes sont bloquées. Et cela me pas être adressé avant même, justement, on fait ce qu'on peut dans le domaine humanitaire. Mais si la police, la capacité d'intervention de la police n'est pas augmentée pour être beaucoup plus présente dans les rues, pour mener des opérations dans le fief même des gangs armés, réduisant ainsi leur capacité de nuisance. C'est une police nationale. Dans aucun pays au monde, une police nationale, aussi bien entraînée qu'elle soit, ne peut à elle seule faire face à la situation d'insécurité qui, dans plusieurs pays, il leur faut une couverture militaire ou bien d'autres forces mieux équipées pour les encadrer afin que les opérations de police soient efficaces. Madame Lalim vient de mettre l'emphase sur la même situation. Peu importe la contribution qu'on a en matière de développement de la police nationale, Haïti ne va pas sortir de cette situation si, en matière d'opération, de fourniture de matériel, en armement, munitions, et l'aspect intelligence. Parce que toute force, pour fonctionner, il lui faut un système d'intelligence avec une bonne capacité de collection, d'analyse et de dissémination. La police a un embryon de système de renseignement, mais la police n'a pas d'équipement. Les enlèvements se font tous les jours en Haïti. Mais pour contrer et pour réduire le nombre d'enlèvements dans la capitale, il faut une police avec du personnel humain pour collecter les informations et avec du matériel technologique de haut niveau pour suivre, traquer et identifier les zones d'otages, les zones où les bandits séquestrent les gens. En matière d'effectifs, j'ai mentionné 11 000 tout à l'heure, mais c'était un effectif, un chiffre qu'on a dans les livres.
Mais dans les faits, je me rappelle, il y a 5 ans, on avait un effectif de plus de 16 000 de 11 000, mais maintenant, on ne sait pas. Parce que on perd des policiers, les policiers eux-mêmes laissent la police nationale. Il y a des programmes d'encouragement pour laisser le pays. On ne peut pas imposer à un citoyen de subir cette violence si cette personne a la possibilité de laisser le pays. Il nous faut des ressources. L'administration publique est en train d'être désertée par des fonctionnaires de carrière. Donc, il faut que le gouvernement soit en mesure de fournir les services de base. Mais si la police nationale, qui a pour mission de protéger et de servir, donc de faire un minimum pour que les écoles peuvent laisser leurs portes ouvertes, pour que les hôpitaux soient à même de fonctionner. Mais c'est cette frontière Radio Méga, qui est une instance qui a l'habitude de fournir et des services de santé dans les zones les moins protégées, je peux dire, mais sa frontière vient de laisser la zone de Cité Soleil pour question de sécurité. L'urgence, c'est vrai, Haïti fait face à des difficultés depuis quelque temps. On peut dire tous les indicateurs sont au rouge en Haïti. L'aspect social, l'aspect économique, tout revient au problème d'insécurité. Donc, je ne serai jamais fatigué de le dire. L'urgence est adressée. Radio Méga, Le problème de sécurité en équipant la police nationale et en envoyant une force d'appui à la police nationale. Je ne dis pas une force militaire, une force avec suffisamment de frappe pour créer un impact sur l'imaginaire des gangs armés. Je veux dire, si aujourd'hui on a un effectif réduit qui se rend en Haïti, le fait par ces personnes armées avec la capacité d'intervention en accompagnant la police, ça va créer un impact sur l'imaginaire des gangs et un impact psychologique. Il va y avoir moins d'action par les gangs et la police sera plus de confiance pour mener des opérations. Merci beaucoup. Thank you very much, Ambassador. Merci, Monsieur l'ambassadeur Charles. Midi approche. Et je vais donc Radio Méga, faire maintenant quelques observations à mon propre titre. Et Monsieur Dupuis, je vous invite à m'interrompre au cas où Madame Maniga est présente. Excellence, chers collègues, j'aimerais tout d'abord vous dire que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce dialogue. J'ai entendu un observateur permanent parler de ma responsabilité au sein de ce groupe de travail, mais également de ma responsabilité individuelle. Et donc, j'aimerais maintenant consacrer quelques minutes à quelques remarques et également quelques questions. Et j'espère qu'on va pouvoir y revenir dans le cadre des discussions thématiques. L'ambassadeur Charles a dit que la police haïtienne a été établie en 1995. J'étais moi-même en Haïti à cette époque lorsque la création de cette police a eu lieu. J'y étais en tant que visiteur. L'année suivante, j'ai repris le travail en
tant que membre de la mission des Nations Unies en Haïti, qui est devenue ensuite la mission de soutien. J'y ai travaillé pendant 8 mois. J'étais le responsable de la liaison avec la police haïtienne et chaque semaine, je faisais des rapports sur l'état de la police haïtienne. Radio Méga. J'ai écouté les descriptions relatives à l'état actuel de la police haïtienne et je dois dire que je ne suis pas particulièrement surpris. L'ambassadeur Charles le sait sûrement mieux que moi. Le déploiement de la police nationale haïtienne dans le territoire haïtien fait que cette police nationale est particulièrement vulnérable, sans compter les différents défis sécuritaires qui existent. Simplement en raison du nombre des effectifs, et à l'époque les effectifs allaient croissant, tout cela en fait n'est pas particulièrement représentatif de l'efficacité des forces de police. On parle aujourd'hui des effectifs à hauteur de 9000 policiers et j'aimerais poser la question suivante sur ces 9000. Sur ce nombre de 9000, bon, tout d'abord, j'aimerais savoir combien se trouve à Port-au-Prince. Et ensuite, j'aimerais savoir combien des policiers qui ne sont pas affectés à Port-au-Prince travaillent véritablement et exécutent leurs fonctions quotidiennement. Je pose ces questions parce que lorsque j'ai observé la situation, j'ai pu voir que cela était le cas alors que la situation n'était pas désastreuse comme aujourd'hui. J'ai noté également les préoccupations face au fléau des enlèvements et du trafic. La représentante Lali m'a parlé du défi que pose le nombre de points d'entrée en Haïti. Radio Méga. Je pose à nouveau cette question. Y a-t-il des capacités en termes de garde-côte en Haïti? Sur la base de toutes les discussions que nous avons eues à ce jour, il est clair que la situation sécuritaire est la priorité numéro 1, mais il apparaît également que cette situation sécuritaire est exceptionnellement multidimensionnelle. Le fait qu'il n'y ait plus d'enfants dans les rues en Haïti n'est pas un bon signe. Cela devrait être un bon signe. Cela devrait être de bon augure sur le plan social, mais nous avons entendu la raison pour laquelle cela n'est pas de bon augure. Il n'y a pas d'enfants dans les rues à l'heure actuelle parce que ces enfants sont pleinement occupés par les gangs. Je crois que cela est très évocateur et montre la nature multidimensionnelle du défi sécuritaire. J'espère que les questions que je pose vont pouvoir nourrir les discussions que nous aurons un peu plus tard dans le cadre des groupes thématiques. Les informations que nous avons reçues par nos collègues, notamment les interventions de l'Observateur d'Espagne, ont mentionné plusieurs questionnements. Tout d'abord, y a-t-il une stratégie visant à renforcer les capacités, à renforcer les institutions
Y a-t-il une telle stratégie ou un tel plan? J'aimerais le savoir également. J'aimerais dire quelque chose de plus. Le calendrier pour certaines des mesures de renforcement institutionnel qui sont véritablement nécessaires semble être quelque chose de très lointain. Et c'est une vision à long terme. Je pense qu'il faudrait aller au-delà de cette vision à long terme concernant le renforcement des capacités. Et je ne pense pas seulement à la police haïtienne, il y a d'autres agences qui nécessitent un renforcement des capacités dans le cadre d'une stratégie pour le secteur public en Haïti. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vois que le représentant spécial, M. Dupuis, a demandé la parole et je la lui donne avec plaisir. Allez-y. Radio Méga. Radio Méga. Et du coup, mesdames et messieurs, Radio Méga. mesdames et messieurs, observateurs, mesdames et messieurs, membres du Congrès, Monsieur Léon, ambassadeur, mesdames et messieurs, membres du gouvernement, Pardonnez-moi, Madame Maniga. nom du Haut Conseil de la Transition. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je remercie l'Organisation des États d'Afrique de réitérer son intérêt pour Haïti dans cette réunion. Le document paraphé le 21 décembre 2022, intitulé Consensus national pour une transition inclusive et des élections permanentes entre le gouvernement et les représentants des secteurs Excusez-moi, Madame. a fixé le clair. Madame Maniga? We are not hearing clearly. On ne vous entend pas clairement. Et on vous demande de nous donner quelques minutes pour régler le problème de son, pour que nous puissions entendre votre intervention si importante. Le son ici à l'OA ne passe pas bien. On ne vous reçoit pas, donc je vais redonner la parole au représentant spécial Dupuis. Vous avez la parole. Radio Méga. Président du Conseil permanent de l'OEA et du groupe de travail sur Haïti. Mesdames et messieurs, les représentants des États membres, mesdames et messieurs, les observateurs permanents, mesdames et messieurs, les membres du secrétariat général, M. Léon Charles, ambassadeur d'Haïti et de l'OEA, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement. Au nom du Haut Conseil de la Transition, que j'ai l'honneur de présider, je remercie l'Organisation des États de l'Afrique de réitérer son intérêt pour Haïti dans cette réunion. Le document paraphé le 21 décembre 2022, intitulé Consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes entre le gouvernement et les représentants des secteurs économiques, sociaux et politiques, ce document a fixé clairement la mission du Haut Conseil de la Transition. Il est donc dévolu à cette institution la charge de créer les conditions nécessaires pour le retour à un climat de sécurité et de paix. Créer les conditions nécessaires pour
le retour à un climat de sécurité et de paix. Pourquoi cette répétition? C'est tout simplement pour attirer votre haute attention sur le drame auquel notre pays est confronté. Deuxièmement, créer les conditions politiques et sociales pour le retour à l'ordre constitutionnel à travers des élections libres, crédibles et transparentes. Troisièmement, promouvoir un dialogue politique pour la participation des différents acteurs à la gestion de l'État durant la période de transition. Promouvoir un dialogue politique pour la participation des différents acteurs à la gestion de l'État durant la période de transition. Ici encore, je le répète. Définir le cadre des réponses à donner aux urgences des politiques. À ce cadre s'ajoutent des objectifs clairement définis, fixant les responsabilités de chacun des trois membres selon leur sensibilité politique et le secteur dont ils relèvent, sans toutefois se départir du mode de fonctionnement de manière collégiale que nous avons adopté. Participer au choix des membres du prochain Conseil électoral. Travailler en vue de l'élaboration d'une nouvelle constitution. Poursuivre le dialogue politique. Prendre une part active au changement et aux réformes dans l'administration publique sont entre autres les tâches qui sont établies dans l'agenda du HCT. Ses membres s'y attellent. À ce stade, le bilan n'est hélas pas satisfaisant en raison des retards mis à être pourvus de moyens de fonctionnement. Néanmoins, nous avons travaillé à la reconstitution de la Cour de cassation. Le processus de dialogue a été enclenché et se poursuit avec beaucoup de lenteur puisque, comme je l'ai dit, les ressources matérielles et humaines font grandement défaut. Dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle constitution, nous sommes en train d'élaborer avec notre disponibilité un chronogramme de rencontres et de résultats avec des personnalités et des institutions déjà identifiées. Les invitations devront être lancées dans le courant de la semaine prochaine. Très brièvement, la panoplie des responsabilités et combats au HCT est considérable. Le point focal demeure avant tout l'organisation de nouvelles élections dans des conditions saines et équitables. Pour ce faire, les exigences préalables s'imposent d'elles-mêmes. Il est vrai que la Cour de cassation, dysfonctionnelle depuis des années, a été enfin remise sur pied, ce qui est un pas plutôt dans la bonne direction en vue de la reconstitution de l'organe changé de l'organisation des élections. Cependant, l'insécurité multiforme qui sévit dans le pays érige certains défis qu'il serait fastidieux d'énumérer ce matin et en ce lieu. Je tiens à en souligner quelques-uns toutefois qui méritent d'être relevés en toute urgence. Il est impératif que les forces de sécurité nationales reprennent le contrôle du territoire en mettant les gangsters de tout acabit et de tout poil hors d'état de nuire. Il y a aujourd'hui et chaque jour davantage des zones de non-droit qui se développent et s'organisent où la criminalité est érigée en mode de vie. Je vois mal et je me fais la porte-parole de la grande majorité de la population. Comment un candidat, s'il n'est de mèche ou comparable au complice des bonnes armées, comment
Il pourra mener campagne dans certains endroits du pays. Le renouvellement du personnel politique de manière démocratique devant permettre le retour à la normale ne peut être envisagé en dehors de la réalisation d'élections sans compromis. La sécurité, rien que de ce point de vue, est indiscutable. Préalablement à l'organisation de ces élections à tous les niveaux, l'élaboration de la nouvelle constitution doit être réalisée et divulguée en vue de créer le canevas de l'organisation de la société. Nous avons l'obligation de nous y atteler sans réserve, de pouvoir travailler dans des conditions sereines et de disposer de la logistique nécessaire. Les différents accords, conventions, protocoles, mémorandums, etc. de l'OEA auxquels Haïti a adhéré imposent à cet organisme régional le devoir et l'obligation d'assister un de ses membres menacé d'un péril imminent face à la dégradation accélérée de son environnement politique, social, éducatif, culturel, naturel et j'en passe. Les symptômes du chaos vous sont sans doute parvenus. Et je crains qu'Haïti ne soit le seul pays de cette communauté à vivre ce qu'aucun d'entre vous accepterait chez nous. Les rencontres, les sommets, les rapports, les commissions, les missions, les évaluations foisonnent et encombrent sans doute les archives de l'OEA. Il est temps d'arrêter ce qui est désormais une perte de temps. Passons aux actes. Vous disposez d'expertise dans tous les domaines, notamment en matière de sécurité des villes et lutte contre la guérilla urbaine. Votre soutien à travers ce groupe de travail sur Haïti nous est indispensable. Mettons plus de bonne foi et plus de détermination à supporter nos efforts. Essayez de voir, mesdames et messieurs, par-delà les statistiques, essayez de voir cette femme, mère de 4 enfants, sans père, et qui doit travailler et subvenir aux besoins de sa famille. De voir cet homme qui a perdu son travail et qui se soumet à l'humiliation de la mendicité. Voyez cette jeune fille violée qui constate avec tristesse ses espérances bannies et son avenir saccagé. Cette situation doit interpeller votre conscience, vous qui avez la capacité d'agir. Le 10 février 1923, le Conseil permanent de l'OEA a adopté, sur demande du gouvernement haïtien, une résolution intitulée « Soutien renouvelé pour une assistance en matière de sécurité et humanitaire pour des élections inclusives, libres, justes et crédibles et pour une transition démocratique en République d'Haïti. » Je souligne à votre meilleure attention. Et comme l'a dénoncé le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, les véhicules blindés et les armes commandés légalement par l'État haïtien ne sont toujours pas livrés depuis 18 mois, alors que les bandits en disposent de très sophistiqués. La police nationale est dépassée par la situation et mène, en dépit de tout, une lutte à armes égales contre ceux qui troublent la paix publique. Les efforts semblent être vains. Dans cette perspective, mesdames et messieurs, le Haut Conseil de transition souhaite vivement notre soutien particulier dans le cadre de sa mission. Toutes les bonnes volontés doivent se concentrer préalablement et sans désemparer sur le démantèlement des gangs, l'organisation des
élections, l'élaboration de la nouvelle constitution et l'installation de nouveaux gouvernements. Je vous remercie. Radio Méga. Radio Méga. Président du Conseil, your presentation Votre exposé, et comme vous l'avez dit, vous avez énoncé vos attentes qui ont vraiment pris notre conscience. Nous sommes ravis que vous ayez pu participer dans ce dialogue pour exprimer dans un langage aussi fort les réalités qui existent en Haïti et de manière plus significative les actions urgentes nécessaires pour trouver des réponses, les actions auxquelles l'OA s'est engagé avec un appui renouvelé, le Conseil permanent et ce groupe de travail établi par le Conseil permanent sont très reconnaissants pour le temps que vous avez pris pour être avec nous. Nous comprenons le contexte difficile dans lequel vous fonctionnez en Haïti et nous serions très reconnaissants comme nous avons le mandat d'avoir une communication permanente, directe avec vous et d'autres membres du Haut Conseil de la transition. Suite à la pause déjeuner qui aura lieu dans quelques instants, nous allons recommencer avec des groupes thématiques axés sur l'assistance en matière de sécurité et humanitaire et une assistance pour le renforcement des élections et de la démocratie. Et s'il serait possible pour vous de participer dans l'un de ces trois groupes de discussion, de consultation, Madame Monega, vous serez vraiment la bienvenue. Merci encore une fois. Je vois maintenant que le représentant spécial Dupuis demande la parole. Je ne sais pas si Cristobal, vous demandez la parole, vous avez demandé la parole pour donner la parole à Madame Monega. Si c'est le cas, je donne la parole une dernière fois à toute délégation qui souhaite prendre la parole avant de passer à la pause déjeuner. Je ne vois pas de demande. Ceci dit, j'aimerais remercier tout le monde qui a contribué au débat de ce matin. Je pense que le dialogue a été très utile, très intéressant et nous avons maintenant beaucoup de questions. Nous quittons avec beaucoup de questions que nous allons pouvoir aborder dans nos groupes de discussion respectifs. Et ces consultations vont commencer à 14 heures, comme indiqué dans l'ordre du jour. Et pour vous rappeler, Radio Méga. Je vous rappelle que le groupe sur l'assistance en matière de sécurité sera en présentiel dans la salle Saint-Martin, c'est en bas, à l'étage. Le groupe portant sur l'aide humanitaire aura lieu dans la salle Guerrero, sur cet étage, et le groupe qui va discuter de l'assistance électorale et pour la démocratie aura lieu ici dans la salle des Amériques. Encore une fois, j'exprime ma gratitude envers toutes les délégations, les États membres permanents, les observateurs permanents, tous ceux qui ont été avec nous en ligne et nous anticipons des discussions très utiles lorsque nous allons reprendre nos séances à 14h. Après les consultations, nous allons nous retrouver ici à 15h30 pour une dernière séance en plénière qui va durer à peu près 1 heure. J'ai aussi
donner une invitation aux membres du groupe de travail tout de suite après cette séance, si vous pourriez venir, si on peut avoir une réunion rapide dans la salle Miranda sur ce même étage, juste à côté en quittant la salle des Amériques, à droite. Donc, ceci dit, merci et je pense que nous avons eu une bonne discussion très utile, très productive et la séance est maintenant levée. Merci.